Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va avoir une petite vidéo qui va vous présenter rapidement comment fonctionnent les nœuds dans n8n. Les nœuds, c'est vraiment le composant principal de n8n. Sans nœuds, on ne peut pas faire d'automatisation. Et c'est vraiment important de comprendre comment fonctionnent les enchaînements de ces nœuds et quel est l'ordre d'exécution de l'ensemble de ces nœuds, de manière à pouvoir faire les meilleures automatisations que vous puissiez. Je vais vous présenter tout ça directement sur une vidéo très concrète et je vais essayer de vous expliquer au mieux comment fonctionnent les nœuds. Pour parler des nœuds n8n, on se rend directement sur l'interface n8n dans un premier workflow et en fait, voici comment fonctionnent en réalité les nœuds chez n8n. Donc déjà, je vais juste rajouter un trigger manuel pour commencer et donc là, comme on peut le voir, à chaque fois, je peux, grâce à un petit plus, grâce à un petit bâton là qui me donne la possibilité de rajouter un autre nœud. Donc un nœud n8n, c'est en réalité, une petite case comme ça là qu'on voit, qu'on peut lui donner un nom et on peut lui donner des paramètres. Donc, par exemple, si ici je viens sélectionner dans les data transformations un nœud qui s'appelle Edit Fields, eh bien, il va m'ouvrir ce nœud-là. Et donc là, le nœud va pouvoir me permettre de configurer l'intégralité de ce que je veux faire. Et donc, comment ça fonctionne? En chaque fois, il y a toujours une entrée, donc une input, c'est l'entrée. C'est-à-dire que par rapport au nœud précédent, on va m'envoyer des informations. Et souvent, enfin même pour pas dire tout le temps, ce sont tout le temps des tableaux. C'est-à-dire qu'on va recevoir un ensemble d'informations. Il peut y en avoir qu'une seule, il peut y en avoir plusieurs, mais c'est toujours un tableau qu'on m'envoie. Parce que N8N, l'enchaînement des nœuds se fait toujours sous forme de tableau. Donc une fois que j'ai une entrée, j'ai un tableau sur lequel je reçois, je vais pouvoir configurer le nœud. Donc ici, sur la fenêtre principale, je vais avoir des configurations en fonction des nœuds. Il va y avoir des configurations qui vont être différentes. Je vais pouvoir lui envoyer des paramètres qui sont différents. Et je vais pouvoir aussi, lui mettre des paramètres qui sont très particuliers dans le sens où, je lui dis comment doit fonctionner ce nœud-là dans des cas d'échec, s'il doit l'exécuter qu'une seule fois et cetera et cetera. Donc souvent, on va agir beaucoup dans les parameters ici, qui va permettre de définir ce que doit faire le traitement sur les informations qui sont rentrées, de manière à faire une sortie, donc ce qu'il va y avoir à droite, qui va me permettre de dire: voilà la transformation que je fais de ces data que j'ai reçues sur ce nœud-là pour, faire une sortie que je souhaite. Donc là, comme je suis dans un workflow qui est très simple, où j'ai une exécutation manuelle, si j'exécute le nœud parce qu'en fait directement ici, vous pouvez faire agir au niveau du nœud. Donc là, c'est un nœud de type trigger, qui attend une exécution manuelle et je peux ici directement le déclencher. Donc si je fais le petit plus, enfin le petit play ici, automatiquement, ça va me mettre, vous voyez, un item. Parce que effectivement, comme c'est un tableau, à chaque fois, quand j'exécute le nœud, il me sort toujours une information et c'est toujours un tableau et il y a dedans plusieurs items, il y a plusieurs éléments. Là, comme c'est un nœud de type, exécution manuelle, il me sort toujours un item. Et là, il me dit: en fait, il y a un item, mais c'est, vide». C'est normal puisque comme c'est un nœud qui est de type exécution manuelle, il a pas d'information qu'il a reçue, d'ailleurs et donc du coup, l'information de sortie, c'est un tableau qui est vide, donc je n'ai rien dedans. Donc si je, vais directement sur Edit Field, ici, c'est un nœud classique. Là, vous voyez que vous avez plusieurs options. Vous allez pouvoir aussi l'exécuter. Donc si je l'exécute, là, il me dit: «Voilà, il y a eu un item qui a été en entrée et j'ai un item qui est en sortie». Et donc là, je peux directement le désactiver. Donc ça veut dire que dans mon exécution, si je clique sur ce petit, bouton power, ça va simplement désactiver l'automatisation, ça va le sauter. Donc, ça va vraiment sauter le nœud. Vous voyez que là, ça met un trait direct. Donc c'est pour dire que voilà, il va rien ça va rien se passer. Je peux directement ici le supprimer ou j'ai des options supplémentaires qui me permettent de le copier, le dupliquer, et cetera. Bref, avec pas mal d'autres options. Donc là, si je l'active bien, je le réexécute, on voit que c'est passé de un item à un item. C'est normal et c'est toujours vide puisque j'ai rien défini dans ce nœud. Là, c'est un nœud qui permet d'éditer des fields. Donc, ce qu'on appelle des fields, c'est qu'en réalité, comme on va avoir un tableau d'éléments avec de nombreux éléments, chaque élément, on appelle ça des objets. C'est comme ça, c'est, dans la programmation, ça a toujours été comme ça. Enfin, pas toujours, mais en tout cas, là, dans ce cas-là, ça va être ce qu'on appelle des objets, c'est-à-dire des objets qui vont être définis par plein de propriétés. Là, ça commence à être un peu technique, je le reconnais, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien comprendre.
Donc des objets et qui sont représentés sous forme de JSON. Donc JSON, c'est vraiment une norme qu'on a dans beaucoup de langages, dans beaucoup d'applications de manière générale. C'est un format de données, spécifique qui va permettre de représenter un certain nombre de données. Donc là, vous voyez que vous avez la possibilité ici d'afficher, ce qui vient de gauche dans différents formats, mais le format principal, c'est le format JSON. Après, quand vous cliquez sur table ou schéma, là, c'est des schémas simplifiés. C'est simplement une visualisation autre, d'un fichier JSON, mais c'est la base du JSON. Le JSON a une syntaxe très particulière. C'est vraiment un langage à part entière qui va permettre de représenter des objets. Et donc là, vous voyez qu'il a une syntaxe particulière dans le sens où là, le crochet ouvrant et le crochet fermant, bah, c'est simplement pour définir que c'est un tableau. C'est comme ça qu'on définit en JSON le fait que ça soit un tableau. C'est un crochet ouvrant, un crochet fermant. Et dedans, vous voyez qu'il y a un seul item parce que là, vous voyez qu'il y a une accolade ouvrante et une accolade fermante. Ça, c'est ce qui représente un objet. Donc, j'ai bien un objet dans mon tableau. Et en fait, ce que va faire, par exemple, ce nœud edit field, c'est que je vais pouvoir, setter directement ici dans le name une nom d'une clé. Donc c'est, ce qu'on appelle une clé, c'est ce qui va définir une propriété de mon objet et je vais, par exemple, mettre prénom et je vais pouvoir définir le type de valeur que va contenir, cette clé prénom. Et là, je peux dire si c'est une string, donc une chaîne de caractères. Je peux dire si c'est un number, donc un numéro, un nombre, un chiffre. Un booléen, c'est soit true, soit false, donc soit vrai, soit false, soit faux. Et ensuite, un autre array, donc je peux définir encore un autre array dans ma propriété, donc qui va être, défini par des crochets ouvrants, crochets fermants. Donc si j'ai besoin de stocker plusieurs d'autres types d'informations, et ensuite, je vais pouvoir définir un nouvel objet. Donc ça, c'est vraiment tout s'imbrique, tout, enfin, toutes ces données-là, ces types-là primitifs, ce qu'on appelle les types primitifs, peuvent s'imbriquer les uns dans les autres, sans problème. Enfin, surtout que voilà, dans un array, vous pouvez avoir un tableau, 2 chaînes de caractères ou un tableau de nombres, ça fonctionne très bien. Donc là, je vais juste définir prénom, donc là, je vais mettre, Yannick et là, je vais pouvoir ajouter un autre field où là, je vais l'appeler, nom et je vais lui définir, Dalbin. Et donc, je vais pouvoir exécuter ce field. Et là, vous voyez que tout de suite, j'ai toujours un item, mais là, j'ai des informations qui sont renseignées. Donc, c'est mon objet, mon premier item que j'ai dans mon nœud que j'ai reçu. Où là, bah, en fait, on lui a simplement seté le prénom et le nom comme clé. Et donc là, vous voyez que je retrouve mes clés ici. Et donc là, c'est formaté sous forme de table. Je peux le mettre sous forme de schéma. Donc là, vous voyez que tout de suite, l'item, bah, voilà, c'est représenté sous forme de schéma simplifié. C'est un JSON simplifié. Et là, le vrai JSON, bah, c'est celui-ci. Le vrai JSON, c'est simplement, bah, toujours le tableau. Donc là, ici, vous voyez que vous avez les crochets ouvrants, les crochets fermés, ça veut dire que c'est un tableau. Vous avez une accolade ouvrante qui définit le type d'objet et la syntaxe est vraiment très particulière où là, on a un double guillemet, donc une double cote qui va permettre de définir qu'on définit une clé qui s'appelle prénom. Donc ça, c'est ce que j'ai défini ici et ensuite qui a comme valeur, donc lorsque j'ai 2 points, j'ai une valeur qui s'appelle Yannick. Donc c'est la valeur que j'ai donnée à ma clé prénom. Et pareil pour le nom. Donc ce qui fait qu'ici, j'ai toujours la même information, mais quand je l'ouvre, vous voyez que ici j'ai bien une information qui est rentrée, enfin qui est sortie plutôt, et qui est prénom et nom. Ce qui fait que si j'enchaîne derrière un autre, par exemple, si je reprends le même type de nœud, ici je reprends un autre edit field, bah, vous voyez qu'en entrée, tout de suite, j'ai la possibilité de retrouver les informations précédentes que j'avais définies juste avant. Et donc là, ce qui est fort avec n c'est que vous pouvez remonter de plusieurs crans. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai edit field 1 où finalement je vais mettre prénom. Donc là, je vais mettre prénom et je vais le modifier en quelque chose comme Yann, admettons. Je peux, exécuter cette étape et vous voyez qu'ici, j'ai juste prénom Yann. C'est normal parce que en fait, tout simplement, le nœud edit field va par défaut juste remplacer les précédentes valeurs. Ce qui fait qu'ici, je peux cocher ici, bah, d'inclure aussi les autres champs. Ce qui fait que si je le réexécute, bah, vous voyez qu'ici, j'ai bien prénom Yann et nom d'Albin. Ce qui fait que là, j'ai toujours, un item. Si je remets encore un autre nœud de type 7, bah, vous voyez qu'ici, le précédent, c'est bien sur Yann d'Albin, mais je peux remonter avec autant de, enfin, avec tous les nœuds précédents pour aller chercher l'information beaucoup plus loin. Donc là, je peux aller chercher l'information comme quoi j'avais prénom Yannick et nom d'Albin.
Qui va me permettre de faire notamment, par exemple, 2e, prénom, admettons. Donc je crée un autre nouveau champ qui s'appelle deuxième prénom et là, en fait, j'ai besoin d'aller chercher justement, l'information pas du nœud précédent, mais du nœud d'avant. Bah, j'ai tout simplement, grâce à l'interface, à sélectionner, la valeur que je veux récupérer. Je viens cliquer dessus, je laisse appuyer et je vais glisser dans la valeur et automatiquement, ça va me mettre, du code. Donc là, c'est du code JavaScript, c'est de l'inférence JavaScript et là, vous voyez que ça commence par double accolade. En plus, ici, ça s'est passé sur, expansion et du coup, là, j'ai une double accolade qui va me permettre de dire: «Bah, attention, il va y avoir du JavaScript qui va être injecté là» et en fait, ça, c'est une syntaxe JavaScript, donc il faut savoir un peu, coder en JavaScript pour arriver à récupérer des valeurs précédentes. Mais grâce à l'IA, vous pouvez vous en sortir pour faire des choses intéressantes et donc là, il va venir récupérer dans mon JSON de mon nœud qui s'appelle edit_field, donc c'est, le nœud qui était pas celui qui est juste à côté, mais celui qui était encore d'avant va me récupérer dans l'item correspondant, dans mon fichier JSON, enfin dans mon architecture JSON, va récupérer la valeur prénom. Ce qui fait que ici, si je coche la case pour retrouver l'ensemble des autres informations, vous voyez qu'ici tout de suite j'ai Yannick, Dalbin et en deuxième prénom j'ai Yannick. Enfin, en premier prénom j'ai Yann, puisque c'est ce que j'avais juste avant. Et le deuxième prénom, bah, j'ai mis un nœud auparavant et donc c'est Yannick. Si par exemple ici je fais troisième, et que je veux simplement insérer, bah, la valeur du nœud précédent, j'ai juste à glisser aussi de la même manière et vous voyez que la syntaxe est légèrement différente où là, j'ai directement un $JSON. Donc $JSON, c'est vraiment tout ce qui rentre dans le nœud que je vais pouvoir me servir. Donc voilà comment fonctionne un nœud globalement. Et en fait, ce qui est vachement bien, c'est qu'ici, vous pouvez partir sur d'autres nœuds en parallèle. C'est-à-dire qu'ici, si je peux rajouter un autre nœud dans lequel je vais faire pareil, data transformation, je vais pouvoir, définir aussi d'autres, je sais pas, par exemple, je vais pouvoir dire, or ordinateur et là, je vais mettre Mac et donc là, je vais pouvoir faire de la même façon, je vais pouvoir l'exécuter. Donc j'ai bien mon nœud avec ordinateur Mac et en fait, ce qui va se passer ici quand j'ai, justement de la parallélisation comme ça, c'est que n8n, lorsque j'exécute tout, vous voyez que si vous regardez bien, il exécute d'abord cette ligne-là et ensuite il exécute cette ligne-là. Parce que n8n, ce qu'il va faire, c'est qu'il va partir du nœud sur lequel, bah, finalement le workflow démarre, va ensuite chercher le nœud qui est le plus en haut et à gauche possible pour d'abord, suivre la première branche. Donc là, il a suivi cette première branche en premier. Et ensuite, une fois qu'il a fini d'atteindre, le bout de la première branche et ben, en fait, il va chercher à prendre la deuxième branche la plus en haut et à gauche possible. Donc là, en l'occurrence, c'est celle-ci et donc il exécute ensuite celle-ci. Ce qui fait qu'ici, vous pouvez, faire partir, finalement vos workflows dans différentes passes. Donc, si par exemple, vous avez besoin, de gérer, différentes choses, différents process, bah, vous pouvez comme ça, en mettre autant que vous voulez et n8n va toujours chercher à prendre celui qui est le plus en haut à gauche et va les exécuter dans l'ordre. Donc il va suivre le fil et une fois qu'il a fini de suivre le fil et ben, il va prendre le fil suivant qui est le plus en haut à gauche, il va l'exécuter, il va suivre le fil jusqu'au bout et ainsi de suite. Donc ça permet vraiment, voilà, de d'avoir plusieurs automatisations qui peuvent avoir des tâches complètement différentes, mais qui partent dans le même, point. Donc là, j'aurais pu très bien aussi définir que finalement, ben, après le premier nœud, je fais partir sur le fil 3 et pareil, je peux soit celui-là le faire à partir du fil 1 s'il faut, mais aussi je peux le faire du fil du premier fil et du coup, il va d'abord exécuter celui-là. Enfin, d'abord, il va suivre le cheminement, global ici, ensuite il va exécuter celui-là et ensuite il va exécuter celui-là. Donc là, si je sauvegarde et que je recharge pour qu'on essaye de voir concrètement et que je fais execute workflow, regardez bien, ouais, ça va un peu trop vite. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une pause. Donc c'est un nœud wait. Le nœud wait permet de faire patienter quelques secondes ou quelques minutes si vous le souhaitez. Donc là, on va faire patienter 2 secondes, ça suffit. Hop. Et donc du coup, là, j'ai un nœud wait et je vais faire pareil pour celui-là. Je vais rajouter le nœud wait pour qu'il patiente 2 secondes pour qu'on ait le temps de voir effectivement, comment cela fonctionne. Je vais ajouter ici aussi, wait, 2 secondes et donc on va pouvoir voir comment ça fonctionne concrètement. Alors la petite astuce ici, c'est que vous avez un petit balai qui vous permet, hop, de nettoyer et ça fait tout beau, tout propre, donc c'est vachement cool comme fonctionnalité. Hop, donc si je recharge, on recommence l'exécution. Attention, c'est parti. Donc là, vous voyez qu'il est parti sur la première branche, il exécute cette première branche, ensuite il est parti sur la seconde et ensuite il est parti sur la troisième.
Donc voilà comment fonctionne l'ordre d'exécution, des nœuds, dans n8n. Donc là, il va tout le temps essayer de suivre le fil jusqu'au bout et ensuite passer à la ligne suivante et à la ligne suivante. Après, ben, voilà, comme je vous l'ai montré ici, le wait, vous avez toujours un point d'entrée ici, un point de sortie ici et donc au milieu, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ce nœud-là, il fait pas grand-chose à part d'attendre, donc il modifie pas les données, mais il attend. Mais vous voyez bien qu'ici, les paramètres sont bien différents par rapport à l'edit field. Donc ce qui fait qu'ici, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de nœuds possibles entre, ce qui est IA, ce qui est des applications. Bref, à chaque fois, vous allez pouvoir comme ça linker beaucoup de choses. Donc par exemple, le LinkedIn Create Post, bah, voilà, vous allez avoir différents paramètres qui vont, à un moment donné, pouvoir vous lui dire à n8n: «Bah, vas-y, tu fais cette action-là, dans une autre application» et c'est là où la magie opère. Et le dernier petit point qu'on pourrait rajouter, c'est que sur n'importe quel nœud, vous avez la possibilité ici directement de modifier le schéma d'entrée, enfin plutôt le schéma de sortie, qui va vous permettre de tester des choses. Donc par exemple, je vais pouvoir mettre name, Yann, email, hop, contact at yannickexplique.com. Et donc là, comme ça, je vais pouvoir ajouter par exemple un autre élément, si je le souhaite, si j'ai envie. Donc ça permet vraiment de tester efficacement vos nœuds. Donc là, je vais mettre juste un 2 pour bien distinguer les 2. Et donc là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de créer 2 objets dans mon tableau. Et donc là, je vais pouvoir sauvegarder et vous voyez qu'ici, ça se met en pin. Mais du coup, ça pin juste pour vos tests. C'est-à-dire que si votre exécution, elle est en cours et que vous avez piné des informations, bien sûr, elles ne sont pas prises, en compte. C'est juste uniquement pour le test. Et donc là, quand j'exécute avec ça, vous voyez qu'ici, j'ai 2 items. Je n'ai plus qu'un, j'en ai 2. Donc si je viens ici et que là, du coup, bah, je viens vérifier que là, j'ai bien mes 2 items qui sont affichés. Donc là, si j'affiche sous forme de table, parfois, c'est beaucoup plus pratique. Donc là, je vois que j'ai bien le Yann, le 1er, le contact et puis là, le Yann 2 et le contact 2. Et du coup, là, ce que j'ai défini, c'est simplement les prénoms. Donc là, j'ai pas inclus, les autres champs. Donc vous voyez que là, ça a tout écrasé, ça a écrasé la même chose. Bien sûr, je peux inclure, les autres champs pour ce nœud-là et vous voyez qu'ici, il a juste rajouté les champs, du coup, prénom et les champs nom à la suite, de mon objet. Ce qui fait qu'ici, bah, à chaque fois, je me retrouve avec 2 items et à chaque fois, il y a 2 items qui vont être traités indépendamment les uns des autres. Donc c'est tout ce que je pouvais vous dire pour les nœuds. C'est un peu une présentation succincte et rapide. Bien sûr, on peut faire encore plein de choses derrière ça, mais ça, on le verra tout au long de nos vidéos. Merci à tous pour avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire. J'espère que vous avez appris plein de choses autour de ces nœuds. On reviendra sur d'autres vidéos par rapport à l'usage plus avancé de ces nœuds-là. En tout cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Et retrouvez en description le lien vers la plateforme qui va vous permettre notamment de récupérer le petit PDF qui va vous permettre de suivre, enfin plutôt de garder trace du fonctionnement de ces nœuds. Ça peut être très pratique dans votre apprentissage. Et d'ici là, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.